Bonjour à tous, je suis Stéphane Dalifard, je suis vice-président chez Capgemini Invent, en charge du secteur bancaire, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde consacrée aux principaux enseignements du dernier rapport mondial de Capgemini dédié à la banque de détail. Donc c'est le 20e et le 20e rapport mondial de la banque de détail de Capgemini souligne plusieurs défis majeurs pour les banques. Bon, tout d'abord, des clients qui sont toujours très exigeants et en particulier en termes de services digitaux. Deuxièmement, une concurrence toujours forte entre les banques et en particulier avec les néobanques. Et troisièmement, un élément assez nouveau, une augmentation assez sensible des coûts d'exploitation et en raison notamment de la hausse durable des taux. Donc je me tourne vers Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Vous êtes COO de la banque commerciale en France chez BNP Paribas. Est-ce que vous partagez ces constats du rapport mondial et chez BNP Paribas, comment y répondez-vous? Alors oui, bonjour Stéphane. Effectivement, on les partage. Je vais pas rentrer dans le détail. Vous les avez bien synthétisés. Je voudrais le voir sur un prisme un tout petit peu différent. Il y a le premier prisme que vous avez largement évoqué, qui est le prisme de la rentabilité. Il est absolument évident qu'on doit continuer de progresser, de s'améliorer sur ce sujet de la rentabilité, notamment dans la banque de particuliers. La banque corporate, la banque privée, ça se passe raisonnablement bien, on doit continuer de progresser, mais le vrai sujet, et notamment en France, et pas seulement chez BNP Paribas, je pense que pour le secteur bancaire d'une manière générale, il y a un enjeu majeur d'améliorer la rentabilité. Et donc clairement, l'intelligence artificielle, le développement des technologies, la poursuite de la digitalisation de nos parcours sera un enjeu clé. Mais le deuxième point que je veux évoquer, et qui est au moins tout aussi important, c'est le sujet de l'attractivité, de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs. On pense qu'on sera gagnant et on doit être gagnant si on a cette symétrie des attentions entre le meilleur service que nous devons apporter à nos clients et en même temps répondre à l'aspiration de nos collaborateurs pour qu'ils restent totalement engagés et satisfaits. Et donc cette vision qui est de travailler sur nos parcours clients, chercher à les améliorer avec cette double attention, cette double vision sera absolument clé. Ça permettra de servir un certain nombre de points, bien évidemment améliorer la relation avec nos clients, servir nos clients sur les sujets de finances durables, c'est absolument clé et maintenant et dans les prochaines années. On doit continuer d'améliorer notre offre de produits et services, mais dans une logique de personnalisation, d'ultra-personnalisation. Là encore, la technologie doit nous aider. Et je le redis encore, BNP Paribas, la banque commerciale en France, c'est un métier de service, mais c'est un métier qui devient aussi de plus en plus technologique. Et donc le sujet de l'attractivité de ces profils sera clé pour les prochaines années. Merci Pierre. Alors vous avez utilisé pas mal de fois le mot technologie, le mot intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus et nous dire, est-ce que effectivement ces technologies sont des leviers pour atteindre les défis qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment vous parlez de la rentabilité, et de rentrer un peu plus dans le détail de comment vous exploitez ces technologies et ces différentes en tant que levier? Comme je viens de le dire, BNP Paribas devient de plus en plus une entreprise technologique. Elle est d'abord une banque, elle sert ses clients en matière de services financiers, mais la technologie devient un levier absolument essentiel pour continuer de progresser. Et donc le premier message, c'est que ce n'est pas nouveau en fait. On a travaillé à la digitalisation de la relation client, on a travaillé à la dématérialisation de nos process de bout en bout, on a travaillé à la robotisation et à l'automatisation de nos activités. On a travaillé même pour la banque commerciale en France, un enjeu très important qui était la mise en place d'un socle pour mieux travailler l'interaction avec nos clients sur la voix, sur le mail, sur la visio, pour pouvoir ensuite mieux intégrer ces niveaux de service. Et maintenant, l'intelligence artificielle, elle vient en support, en soutien de tout ce que je viens de dire, et peut-être d'autres choses aussi, pour continuer d'améliorer notre trajectoire sur les différents éléments. C'est à la fois très nouveau, et en même temps, c'est une certaine forme de continuité. Merci, je crois qu'on reviendra sur pas mal de cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. Je me tourne vers Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc vous êtes vice-président Customer Strategy chez Temenos.
Et je vous pose finalement un peu la même question qu'à Pierre. Quel levier vous voyez avec les innovations technologiques aujourd'hui pour les banques de détail et pour qu'elles atteignent leurs objectifs, notamment d'amélioration de la rentabilité? Alors, je vais en citer deux, le cloud et la data. Donc, tout d'abord, le cloud, que je ne qualifierais pas de technologie du futur, mais vraiment de technologie du présent. Et en tant que Temenos, nous recevons beaucoup de RFP et RFP, de clients et de prospects. Et chaque RFP contient des éléments de cloud qui sont très importants. Et même dans les régions où le cloud, l'adoption du cloud n'est pas forcément évidente, les applications qu'on nous demande doivent être cloud compatible. Mais je vais vraiment me concentrer sur la partie données et je pense qu'on est à un moment assez pivotal dans l'industrie bancaire. Ce que nous avons vu en termes de tendance, c'est de 2010 jusqu'au Covid à peu près, le focus était sur les néobanques et la digitalisation. Et donc, les drivers de cette tendance étaient le cloud, l'expérience utilisateur et un très bon time to market. Là, nous changeons un petit peu et le focus est sur la customer centricity. Et donc, les drivers qui vont avec sont le cross-sell, la customer attrition. Et donc, pour améliorer ces drivers, les banques doivent utiliser leurs données au mieux pour être encore plus performantes. Merci Mathieu. Je me tourne vers Mathilde. Donc Mathilde, vous faites partie du centre d'excellence mondiale de Capgemini dédié à l'intelligence artificielle. Alors on a déjà quand même pas mal évoqué ces sujets d'intelligence artificielle avec Mathieu et Pierre. Je crois que le rapport montre quelques cas d'usage intéressants et on voulait là, lors de cette table ronde, déjà citer l'exemple des centres utilisateurs ou des call centers comme on dit, où on voit déjà aujourd'hui et on verra demain beaucoup d'usages et de valeurs ajoutées liées à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, merci Stéphane. C'est vrai que l'intelligence, l'IA générative est un formidable vecteur pour réinventer les centres d'appel. Il y a des opportunités à des horizons de temps différents et je vais d'abord aborder ceux à court terme. À court terme, on voit deux principales opportunités d'utilisation d'IA générative. La première, c'est d'équiper les agents des centres d'appel avec des assistants, des solutions type Microsoft Copilot, à des fins d'amélioration d'efficacité et d'amélioration de la qualité des réponses apportées aux clients. La deuxième principale opportunité, c'est de manipuler des large language models en les intégrant à des processus. Il y a deux cas d'usage un petit peu évidents. Le premier, c'est l'amélioration du routage des appels. Le deuxième, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle les sentiment analysis pour mieux qualifier les intentions. Ces opportunités, elles sont à des horizons temps très court terme. Si on se projette un peu plus dans le futur, on a la possibilité de dessiner et de construire des centres d'appel qui pourraient être 100% GenAI-centriques. À ce moment-là, on intégrerait des digital employees, donc des avatars capables de construire des relations avec les clients. Dans ce cas-là, se pose la question du rôle de la technologie et de l'humain que l'on veut dans les centres d'appel de demain. Merci Mathilde. Alors Pierre, on est dans le thème de l'intelligence artificielle. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure tous les travaux que vous aviez déjà engagés chez BNP Paribas sur l'automatisation des parcours clients ou des processus. Intelligence artificielle, je pense que vous le faites depuis longtemps, mais là on parle beaucoup aussi du boom de l'intelligence artificielle générative. Est-ce que chez BNP Paribas, dans vos expériences, vous avez des exemples concrets? Qu'est-ce que vous faites chez BNP Paribas pour justement accélérer cette automatisation des processus grâce à l'IA générative? Alors, en termes d'IA générative, on progresse et en même temps, comme on l'a toujours fait dans le groupe BNP Paribas, avec prudence. Parce que il faut d'abord être très conscient qu'on doit travailler dans des environnements extrêmement sécurisés, notamment dans le cadre de la gestion de la donnée de nos clients. C'est absolument clé. Puis il y a un deuxième sujet qui est extrêmement important, c'est qu'il faut qu'on obtienne le consentement éclairé, ce n'est pas le consentement technique, mais le consentement éclairé de nos clients quand nous utilisons ce type d'intelligence artificielle générative. C'est absolument clé pour nous. Donc on avance et on progresse, mais on doit le faire progressivement et probablement de manière itérative. Donc les premiers cas d'usage que nous regardons, ils sont d'abord internes, en soutien de nos collaborateurs. L'exemple que
Mathilde a donné à l'instant sur les centres d'appel est évident. Hein. C'est comment on vient en soutien des conseillers qui apportent des réponses à nos clients pour les aider dans leurs réponses, pour les aider dans leur pitch, pour même faire de la réécoute et les aider pour continuer de s'améliorer. On a des solutions qui commencent à être mises en œuvre sur ces sujets-là et qui visent à utiliser l'intelligence artificielle générative. Un deuxième cas d'usage qui est très évident, nous avions des solutions qui permettaient à nos conseillers en agence notamment, mais un peu partout, de pouvoir obtenir des réponses sur des sujets de process, sur des sujets liés à une manipulation particulière vis-à-vis d'un client. C'était un peu notre Google interne à nous. Ben, ce Google, il doit répondre maintenant de manière plus en langage naturel, en quasi-langage naturel, avec ces solutions d'intelligence artificielle générative. Ça marche bien, mais là encore, on s'aperçoit que le sujet de la donnée est clé. Et là, ce n'est pas un sujet de confidentialité, c'est un sujet de fiabilité et de cohérence de la donnée que l'on fournit à ces intelligences artificielles génératives pour qu'elles proposent la meilleure réponse. Donc oui, on progresse. Oui, ça va améliorer l'efficacité. Oui, ça va probablement dégager un peu les collaborateurs en termes de charge mentale. Mais on le fait assez progressivement compte tenu des éléments que je viens d'évoquer. Merci Pierre. Donc je me retourne vers Mathilde maintenant. Le rapport de Capgemini pointait aussi à un autre endroit, si je puis dire, où l'intelligence artificielle générative pouvait apporter beaucoup. C'était tout le thème de la gestion documentaire. Bien sûr, avec plaisir. Merci Stéphane. C'est vrai que c'est un des premiers cas sur lesquels on a travaillé et qu'on a vu apparaître au sein des institutions financières. C'est ce que j'appellerais un quick win, un cas qui se prête particulièrement bien à l'utilisation de l'IA générative dans ce que l'IA générative peut apporter, à savoir l'analyse de données et de bases documentaires extrêmement larges avec des capacités de synthèse et de restitution dans des interfaces conversationnelles. À chaque fois qu'on a travaillé sur ces cas, ça a soulevé 3 difficultés qui ont été des opportunités de progresser. La première, c'est qu'on s'est intéressé au processus métier, ça nous a obligés à revoir les processus métiers et à les streamliner. Le deuxième point, c'est que ça nous a obligés à revoir les approches de gestion des bases documentaires et les approches traditionnelles de knowledge management. Et enfin, on a été confrontés un problème significatif pour les institutions financières, à savoir une qualité de données pas toujours au niveau de celui qu'on espère pour obtenir tous les bénéfices de l'IA générative. Merci Mathilde. Alors Mathieu, tout à l'heure vous avez parlé de cloud. Aujourd'hui on voit bien, et dans les échanges qu'on a là, les cas d'usage que l'on imagine autour de l'intelligence artificielle. Mais on constate et on sait que cette intelligence artificielle nécessite une infrastructure de données, des clouds robustes et aussi des accès à des grands modèles de langage, ce qu'on appelle dans le jargon les LLM. Quels sont les obstacles les plus importants auxquels les banques sont confrontées et quelle stratégie suggérez-vous d'employer pour surmonter ces défis? Alors, je vais mettre en valeur une stratégie en 3 points. Tout d'abord, il faut des fondations technologiques assez solides, notamment des API et des forts niveaux de STP. Les 3 points que je veux mettre en valeur, on va commencer par le back-office. Il faut des faibles niveaux de data redundancy, à savoir qu'il faut une golden copy des données, avec des modèles de traçabilité, de qualité de données et de metadata management. Ça permet d'avoir des données de qualité en back-office. Ensuite, il y a l'intégration des analytics, du back-office jusqu'au front-office. Et il faut que ces analytics soient faciles à utiliser pour les utilisateurs, pour vraiment que les utilisateurs puissent les utiliser facilement. Et le dernier point, c'est, je dirais, changer la culture pour que les utilisateurs aient l'habitude de les utiliser et de prendre des décisions qui soient basées sur des données. Merci. Alors, j'ai une question pour vous 3. Donc, on va démarrer avec Pierre. On a parlé LLM. On comprend bien que l'accès au LLM est essentiel pour tirer profit et tirer parti de l'IA générative. On voit aujourd'hui différentes approches dans les banques, soit de la création de modèles internes, soit des partenariats avec des fournisseurs externes.
chez BNP Paribas, quels sont vos choix, où vous en êtes? Alors la stratégie, elle est en cours d'établissement. Il est plus que probable qu'on s'oriente sur des modèles open source, mais qui seront utilisés en interne, notamment pour des questions de souveraineté. Les choix, ils sont en train d'être faits, mais il est plus que probable qu'on s'oriente vers ce type d'architecture pour les modèles LLM. Maintenant, pour bien choisir, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le sujet, pas seulement du coût, mais c'est le sujet des infrastructures qui doivent être utilisées derrière pour utiliser ces modèles LLM et les cas d'usage. Il y aura un sujet de GPU, et on voit bien que c'est un sujet très évident de coût, de disponibilité et de mise en œuvre. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi très consommateur en électricité, et donc l'impact environnemental, il est absolument clé. Et donc la manière dont on va utiliser ces LLM et les LLM qui seront peut-être les plus efficients de ce domaine-là seront regardés aussi sous cet angle-là. Il faut pas l'oublier. L'autre sujet, on a parlé des infrastructures et notamment de la protection des données. Il y a les données les plus critiques en matière de confidentialité de données sur lesquelles on ne fera aucun arbitrage possible. On doit travailler sur la catégorisation de nos données en matière de confidentialité. Peut-être que sur des données moins critiques, et on peut reparler de l'utilisation de copilotes, l'utilisation d'environnements tiers est en train d'être regardée aussi pour des données qui seront peut-être un tout petit peu moins sensibles et donc faciliter l'utilisation d'outils comme copilote. Merci beaucoup. Mathieu, Temenos, vous avez beaucoup de clients bancaires. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage sur ces différentes stratégies, LLM, internes, externes, modèles? Voilà. Alors, on est vraiment au début du cycle sur la partie GenAI et les banques se posent des questions de quel est le cas métier qui va être adressé. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une phase de découverte et on est vraiment aussi dans une phase où le thought leadership compte pour beaucoup. Quels sont les modèles de GenAI? Quel est l'impact écologique? Donc, on est vraiment au début de ces discussions. Et il y a vraiment plusieurs points qui vont faire les succès du GenAI. Ça va être la facilité d'intégration sur la technologie existante. Comment est-ce que les besoins métiers sont adressés? Mais aussi la transparence de ces modèles et la compliance. OK. Et Mathilde, un avis, un mot? Le centre de compétences mondiales? Je voulais peut-être revenir sur l'aspect écologique qui a été mentionné. C'est vrai que les large language models sont extrêmement consommateurs d'énergie, à la fois dans leur phase d'entraînement, mais aussi d'utilisation. Je pense que c'est notre responsabilité de systématiquement se poser la question de est-ce que l'IA générative est nécessaire dans l'amélioration d'un processus versus une IA traditionnelle qui peut être parfois moins consommatrice, et puis d'aller vers des modèles qui sont peut-être moins consommateurs, avec un nombre de paramètres optimisés, des modèles un peu plus petits, et puis utiliser des modèles qui sont existants sur le marché, et ne pas forcément rentrer dans la course au développement des modèles. Merci. J'ai une dernière question. Il y a aussi les enjeux d'éthique. On a parlé aussi de biais cognitifs, potentiellement d'hallucinations. Encore une fois, Mathieu, Temenos, vous travaillez pour beaucoup de banques. Comment les banques travaillent-elles? Quelle vision vous avez de la prise en compte de ces sujets-là? Chez Temenos, on travaille avec à peu près 3000 banques globalement. Et l'intelligence artificielle doit être responsable parce qu'elle peut être opaque. Et donc, vous avez parlé du concept d'hallucination où la GenAI peut donner une réponse sans forcément avoir de source. Et donc, l'explicabilité de ces modèles va être vraiment très importante. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup raconter, c'est l'intelligence artificielle de Netflix qui vous propose un film. C'est pas très grave si elle est opaque parce que le résultat, c'est juste la suggestion d'un film. Par contre, côté client, si on vous propose un prêt immobilier mais qu'il est rejeté par l'intelligence artificielle, les conséquences côté client sont quand même beaucoup plus élevées. Et donc, il y a vraiment cet angle de transparence vis-à-vis du client, mais aussi vis-à-vis des régulateurs. Et donc, c'est très important. Donc, typiquement, chez nous, Temenos, nous avons des modèles de XAI qui sont aussi utilisés en parallèle avec des modèles de GenAI pour avoir la transparence de l'AI avec la puissance de GenAI. Merci Mathieu. Je crois qu'on arrive au bout de cette table ronde. Un grand merci à tous les trois. Je pense qu'on est encore qu'au début
l'histoire. Peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine au même endroit pour faire un nouveau point sur l'usage de l'intelligence artificielle au service des banques de détail. Encore merci et merci à tous.